Et si, et si l'approche la plus courante pour perdre de la graisse était en fait fondamentalement erronée? C'est une question provocatrice, mais tellement juste. On est bombardé d'infos, de régimes miracles. C'est, c'est contradictoire. Et au final, ça rend le processus tellement confus qu'on finit souvent par abandonner. C'est exactement ça. La plupart des gens se focalisent sur la ligne d'arrivée sans jamais construire les fondations. C'est une bonne image. C'est un peu comme vouloir poser le toit d'une maison avant d'avoir monté les murs. Forcément, ça ne peut pas tenir. Le vrai problème, c'est ce bruit constant, cette désinformation. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il existe une approche structurée, simple, presque. Une méthode. Oui, une méthode. L'objectif, c'est qu'à la fin de notre discussion, on ait une sorte de feuille de route claire, une approche logique et surtout qui tient la route sur le long terme. On va suivre ce plan de construction, si on peut dire, en 3 temps. D'abord, on va poser les fondations. L'importance de suivre son alimentation et de choisir des aliments de qualité. D'accord, les bases. Ensuite, on verra comment ajuster les quantités, les nutriments, pour avoir des résultats. Et enfin, on abordera l'étape la plus cruciale et souvent la plus négligée. Le maintien. La phase de maintien, oui, pour s'assurer que les efforts portent leurs fruits sur le long terme. Parfait. Avant de commencer, un point important. Cette discussion est à but éducatif. Uniquement. Elle ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. On recommande toujours de consulter un médecin avant d'entreprendre un changement alimentaire majeur. Bon, alors, les fondations. Par où on commence? On commence par arrêter de deviner. La toute première étape, avant même de penser à réduire les calories, c'est de comprendre son point de départ. D'accord. Sans cette base, toute tentative, c'est un peu un coup de poker. Ok. Et concrètement, ça veut dire quoi? On entend souvent parler de suivre ses macros. Ça peut faire un peu peur, ça sonne très technique. En réalité, c'est très simple. Les macros, ce sont juste les 3 grandes familles de nutriments, protéines, glucides et lipides. Le suivi, c'est juste un travail de détective sur ses propres habitudes. Un détective, j'aime bien l'idée. Oui, pendant une semaine, peut-être 2, l'objectif c'est d'utiliser une application et idéalement une petite balance alimentaire pour avoir des données précises. Ce n'est pas un jugement, c'est une collecte d'infos. C'est là que beaucoup de gens risquent de décrocher, non? L'idée de tout peser, ça peut sembler tellement contraignant. Je comprends, mais il faut vraiment le voir différemment. Ce n'est pas une punition et surtout, ce n'est pas à vie. Hmm. C'est une courte phase d'audit. L'idée, c'est de prendre une photo nette de ses habitudes sans rien changer. Ah, c'est ça le point clé. On ne change rien. Absolument rien. On ne cherche pas à être bon ou mauvais, on cherche juste la vérité. La première victoire, ce n'est pas de manger moins, c'est de devenir conscient. On passe de coupable à enquêteur. C'est un changement de perspective totale. Exactement. Et cette prise de conscience, c'est souvent une révélation. On se rend compte que le petit café au lait du matin avec du sucre et un croissant, bah, ça représente parfois près de 500 calories. Waouh! Ce n'est pas un jugement, c'est une information. Et avec cette info, on peut prendre une décision éclairée. Une fois qu'on a cette photo, qu'on sait combien on mange, j'imagine que la question suivante, c'est le quoi, la qualité des aliments. C'est ça, l'impact est énorme. Des aliments de meilleure qualité vont mieux gérer la faim, stabiliser l'énergie et, point crucial, aider à préserver la masse musculaire pendant qu'on perd de la graisse. Personne ne veut finir plus mince, mais plus mou, comme on dit. Voilà. Et quand on parle de qualité, il ne s'agit pas de tomber dans le piège des aliments interdits. Ce n'est pas tout ou rien. C'est la règle des 80-20 un peu. On peut voir ça comme ça. L'idée, c'est que la majorité de l'assiette soit remplie de bonnes choses. Protéines maigres, comme le poulet, le poisson, les yaourts grecs. D'accord. Pour les glucides, on privilégie les légumes, les fruits, l'avoine. Et pour les lipides, on va chercher l'huile d'olive, les noix, les avocats. Donc le message, c'est vraiment de construire ses habitudes saines avant même de penser à la restriction. Se précipiter, c'est la cause d'échec numéro 1. C'est la métaphore parfaite. Si la fondation est instable, parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange, tout ce qu'on construira par-dessus finira par s'effondrer. Ok, les fondations sont posées, on a une vision claire, on a amélioré la qualité. Maintenant, comment on monte les murs? C'est quoi les matériaux de notre structure? Les matériaux, ce sont nos macronutriments. Mais cette fois, on va les doser précisément. On passe de l'observation à l'action planifiée. Et là, on rentre dans les calculs. Comment on fait pour que ça ne devienne pas une usine à gaz? Il y a des repères très simples pour démarrer. La priorité absolue, l'encre du plan, ce sont les protéines. Pourquoi les protéines en premier? Pour 2 raisons. Elles soutiennent la masse musculaire et elles aident énormément à la satiété.
On vise environ 2,2 grammes par kilo de poids de corps. D'accord, c'est notre pilier. Ensuite, les lipides, les graisses. On en a souvent peur. À tort. Elles sont essentielles, notamment pour l'équilibre hormonal. Il faut un minimum vital d'environ 0,7 grammes par kilo. On peut aller jusqu'à 1,1 gramme sans problème. Et les glucides alors? C'est souvent eux qu'on diabolise en premier. Il faut penser aux glucides comme au budget flexible. Une fois qu'on a payé les factures essentielles, protéines pour les muscles, lipides pour les hormones, tout le reste du budget calorique va aux glucides pour l'énergie. C'est une image très claire. Une fois qu'on a ces chiffres, une autre question revient tout le temps. Faut-il manger 3, 5, 6 repas par jour? C'est un grand débat, mais la science est assez claire là-dessus. Techniquement, on peut perdre du poids avec un seul repas par jour. Mais Mais ce n'est pas optimal. pas du tout. Répartir son apport en 3 à 5 repas offre des avantages très concrets. Meilleure gestion de la faim, donc on évite les craquages, et un niveau d'énergie plus stable. Et j'imagine une meilleure préservation musculaire encore une fois. Exactement. La cohérence est plus importante que le nombre exact de repas. L'idée est juste d'éviter les trop longues périodes sans manger. Et la répartition dans ces repas, est-ce qu'on doit manger la même chose à chaque fois? Non, on peut être stratégique sans que ce soit compliqué. Les protéines, on essaye de les répartir de façon assez égale. Ok. Mais pour les glucides et les lipides, on peut jouer un peu plus. On peut concentrer un peu plus de glucides dans les repas avant et après l'entraînement. Ah, pour l'énergie et la récupération. C'est ça. Avant, c'est le carburant. Après, ça aide à refaire les stocks. Et pour les lipides, du coup, c'est l'inverse. Attends, réduire les lipides juste avant et après le sport. Pourquoi? J'aurais pensé que c'était une bonne source d'énergie. C'est une excellente question. La raison est purement mécanique. Les graisses ralentissent la digestion. D'accord. Or, autour de l'entraînement, on veut que les nutriments, surtout les protéines et les glucides, arrivent le plus vite possible aux muscles. En réduisant les lipides à ce moment-là, on leur ouvre une sorte d'autoroute. On garde donc les plus grosses portions de lipides pour les autres repas. Logique. Voilà. D'accord. On a la structure, les murs sont montés, on sait quoi manger, en quelle quantité, quand. Mais il manque la pièce maîtresse, non? Ouais. Le moteur. Comment on déclenche réellement la perte de poids? C'est le moment de mettre le contact. Le moteur, c'est le fameux déficit calorique. C'est un principe physique non négociable. Il faut brûler plus de calories qu'on en consomme? C'est la seule loi qui compte. C'est là que la magie opère. La question à 1 million, c'est comment on crée ce déficit de la manière la plus intelligente, la moins pénible? Il y a une hiérarchie à respecter. La première méthode, la plus saine, c'est d'augmenter son activité. Et je ne parle pas forcément de s'épuiser à la salle. Juste bouger plus au quotidien. Exactement. Ajouter des pas, prendre les escaliers, c'est une façon incroyable de brûler des calories sans que la faim n'explose en retour. D'accord. Donc on élargit la colonne dépenses avant de rétrécir la colonne apport. Et si ça ne suffit pas pour atteindre, disons, un déficit de 500 calories par jour, Si l'activité seule ne suffit pas, on passe à l'étape 2. On ajuste légèrement les lipides à la baisse. On peut réduire un peu son apport en graisse, mais en faisant attention de ne jamais descendre sous le seuil hormonal critique. et seulement en tout dernier recours, on touche aux glucides. C'est exactement ça. Les glucides, c'est la dernière manette. Cette approche en 3 temps, activité, puis lipides, puis glucides, est la plus soutenable. Elle préserve l'énergie et minimise la faim. Ok, le plan a fonctionné, le but est atteint, on fait la fête et on revient à la vie d'avant, non? Fin de l'histoire. C'est là que le vrai match commence. C'est l'erreur que 95% des gens commettent. Ah bon? Perdre du poids, avec un bon plan, c'est presque la partie facile. Le maintenir, c'est le véritable objectif. Et c'est là que la plupart échouent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? À la fin d'un régime, le corps est en état de fatigue diététique. Le cerveau et le corps sont biologiquement programmés pour reprendre le poids perdu le plus vite possible. C'est un mécanisme de survie. Exactement. Le corps ne sait pas qu'on voulait juste être bien pour l'été. Il pense qu'on vient de traverser une famine et sa seule priorité, c'est de refaire des stocks pour la prochaine. Waouh! Donc la phase de maintien devrait durer presque aussi longtemps que le régime lui-même. C'est une info capitale que personne ne mentionne jamais. C'est la clé de voûte de la maison. Si on l'ignore, tout s'effondre. Cette phase de maintien devrait durer au moins les 2/3 de la durée de la perte, et idéalement aussi longtemps. D'accord. Alors comment on gère cette transition sans tout reprendre? Ça doit être angoissant de recommencer à manger plus. Il y a une stratégie très claire en 5 étapes. Premièrement, et c'est le plus dur psychologiquement, on garde les mêmes aliments sains qu'à la fin du régime. Pas de junk food tout de suite. Ok, pas de pizza de célébration de premier jour. Logique. Deuxième étape? C'est la plus contre-intuitive. Dès le premier jour du maintien,
on réintègre immédiatement la moitié des calories qu'on avait retirées, Quoi? D'un coup? d'un coup. Si on est passé de 3000 à 2000 calories, on remonte directement à 2500. Ça fait peur, on a l'impression de tout gâcher. Je sais, mais c'est essentiel pour signaler au corps que la famine est terminée. Troisièmement, on surveille son poids. Une petite prise de 2 à 3% est normale, C'est de l'eau, j'imagine. principalement de l'eau et du glycogène. Oui, ce n'est pas de la graisse, c'est temporaire. Et ensuite, on attend que ça stabilise. Exactement. Quatrième étape, quand le poids se stabilise, on ajoute 250 calories supplémentaires. On répète ça sur 3-4 semaines jusqu'à trouver notre nouveau point d'équilibre. Et la dernière étape, c'est là qu'on retrouve un peu de flexibilité. C'est la récompense finale. Une fois que le poids est stable et que la faim est maîtrisée, on peut réintroduire progressivement des aliments plaisir. L'objectif, c'est un équilibre durable. 80% d'aliments sains, 20% de friandises. C'est ça la vraie victoire. Ok, tout ça, c'est génial en théorie. Mais si on veut commencer, là, cette semaine, on fait quoi concrètement? On peut résumer ça en quelques actions simples. Absolument. Un plan en 3 étapes. Premièrement, suivre sans juger. Pendant 3 jours, on note tout ce qu'on mange, sans rien changer. Devenir un détective. D'accord, 3 jours d'enquête. Deuxième étape? Améliorer la qualité, un petit pas à la fois. Identifier une source de protéines, une de glucides et une de lipides de moindre qualité et trouver une seule alternative meilleure. Un seul changement. Un seul, remplacer un paquet de chips par une pomme et une poignée d'amandes par exemple. L'effet cumulé est énorme. Et la troisième étape? La plus simple, mais souvent oubliée. Évaluer son hydratation, observer la couleur de son urine. Si elle est souvent jaune foncé, il faut boire plus d'eau. On vise une couleur jaune paille. C'est un plan de départ très concret et pas intimidant. Le suivi, même pour 3 jours, peut sembler fastidieux, mais c'est un investissement à court terme. C'est exactement ça. L'objectif n'est pas de s'imposer une contrainte à vie, mais de développer une conscience de ses habitudes. Une fois qu'on a cette compétence, on la garde pour toujours. On a donc exploré cette approche en 3 temps, loin des solutions miracles. On a construit une méthode logique, les fondations, la structure et le toit. Pour résumer les 3 points essentiels. Premièrement, tout commence par la connaissance de soi. Poser les fondations en suivant ce qu'on mange et en privilégiant la qualité, c'est non négociable. Deuxièmement, la structure est un outil de liberté. Définir ses besoins et organiser ses repas, ça simplifie le processus et ça réduit la charge mentale. Et troisièmement, la ligne d'arrivée n'est pas la fin du parcours. La phase de maintien est la clé pour pérenniser les résultats et ne pas tomber dans le piège de l'effet yo-yo. Pour conclure, une invitation à la réflexion. Lequel de ces 3 points clés, les fondations, la structure ou le maintien, résonne le plus avec sa situation actuelle? Où se situe le plus grand défi? On a beaucoup parlé du comment perdre de la graisse, mais ça soulève une question plus profonde. Au-delà du chiffre sur la balance, quelle est la véritable relation que l'on souhaite construire avec la nourriture et son corps sur le long terme? C'est peut-être là que se trouve le véritable